2008 est l'année des 100 ans de Claude Lévi-Strauss, l'année aussi de son entrée dans la célèbre collection de la Pléiade. Il est un des rares écrivains à y avoir été publié de son vivant. Lévi-Strauss a choisi lui-même les textes qui figurent dans cet indispensable volume. Vincent Deben et Frédéric Keck, avec quelques autres, ont écrit les présentations de ces morceaux choisis. Lévi-Strauss est d'abord un savant, le fondateur de l'anthropologie structurale. Il n'a jamais signé une pétition, mais son œuvre est politique au sens le plus élevé du terme, soit qu'il nous fasse découvrir l'histoire de ces peuples dits primitifs, sans histoire, c'est-à-dire sans écriture, soit qu'il arrive devant la diversité des cultures à une condamnation du racisme, soit encore qu'en situant la place exacte de l'homme dans la nature, il soit écologiste avant tout le monde. Le livre qu'il a rendu célèbre, c'est Triste Tropique. Ce récit de voyage autobiographique de commande, en 1955, aujourd'hui un classique de la littérature française traduit dans toutes les langues, qui aurait eu le prix Goncourt si ce prix n'était pas réservé à un roman plutôt qu'à un grand écrivain, conteur, penseur et poète. Avec Regarder, écouter, lire, on peut découvrir l'homme aux curiosités et à la culture immense, le lecteur de Conrad, Rousseau, Chateaubriand, l'amoureux de peinture, d'art, de Poussin aux masques indiens, le fou de musique de Rameau à Ravel en passant par Mozart, Wagner et Debussy. Quant à ce film, remercions d'abord tous ceux qui ont su interroger Claude Lévi-Strauss, et nous ne prétendons à rien d'autre qu'à donner envie de lire Lévi-Strauss, après cette brève rencontre avec un homme exceptionnel, un homme comme chaque siècle n'en produit que quelques-uns. À qui, selon vous, peut s'adresser Lévi-Strauss? À part les spécialistes, les anthropologues, les grands intellectuels? Lévi-Strauss, c'est quelqu'un qu'on peut lire, j'allais dire qu'on doit lire, mais qui est toujours intéressant de lire aujourd'hui, même si les titres de la presse auxquels vous faisiez allusion ont tendance à le présenter déjà comme un monument du passé. Je pense que c'est une réception de Lévi-Strauss contre laquelle on essaye autant que possible de lutter, parce que Lévi-Strauss, je pense qu'il faut lire son entrée dans la Pléiade un peu autrement, et essayer de conserver la dimension savante, parce que c'est très important. Lévi-Strauss, c'est un savant, et même si les textes retenus dans ce volume ne sont pas forcément les plus difficiles, ou les plus théoriques, ou les plus abstraits, ce sont quand même des textes pas immédiatement accessibles. L'histoire de Lynx, La pensée sauvage, ce n'est pas exactement des livres qui se lisent comme des romans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il reste accessible au sens où le point de départ est presque toujours de l'ordre de l'expérience commune, de l'expérience générale. Le raisonnement part très souvent chez Lévi-Strauss d'un constat d'expérience très accessible, et alors progressivement, évidemment, la pensée se développe, alors elle devient parfois très, très ardue, mais en ce sens-là, c'est un scientifique, si vous voulez, c'est évidemment un scientifique, et il ne faut surtout pas renoncer à cet aspect-là de l'œuvre, mais c'est aussi quelqu'un qui se coupe pas du sens commun. Voilà, Lévi-Strauss, c'est un penseur qui en réalité est très actuel. Il y avait chez lui des intuitions, très précurseurs sur plusieurs points. C'est une pensée écologiste avant la lettre. C'est quelqu'un dont on peut retenir une certaine attention à des objets qui n'attirent pas l'attention premièrement. Une quête d'intelligibilité derrière les comportements, les conduites qui, en apparence, les plus irrationnelles. Et tout ça, ça reste actuel, ça reste vrai, et ça le restera, je crois. Je ne peux pas dire que je me sens particulièrement à mon aise dans le siècle où le hasard m'a fait naître, et que la manière dont il évolue ne me donne pas à penser que sinon moi-même, mes descendants s'y sentiront davantage à leur aise que moi. J'ai le sentiment qu'un monde qui tend à devenir surpeuplé, là même d'ailleurs où il ne l'est pas encore, parce que la densité même de la population se trouve démultipliée par l'accélération des moyens physiques de communication et des moyens intellectuels de communication. Enfin, fait que
nous avons tendance à devenir de plus en plus des consommateurs et des consommateurs boulimiques des richesses qui nous entourent, qu'il s'agisse des richesses concrètes de l'univers et que nous détruisons en les consommant, ou des richesses intellectuelles que nous absorbons avec une intensité, une rapidité beaucoup plus grande que nous ne parvenons à les renouveler. J'imagine enfin que l'humanité n'est pas entièrement différente de ces vers de farine qui se développent à l'intérieur d'un sac et qui commencent à s'empoisonner par leurs propres toxines bien avant que la nourriture ou même l'espace physique ne leur manque. Et nous sommes habitués par toutes nos traditions intellectuelles à une échelle de rapport entre l'humanité et la planète qui est en train de se transformer de manière radicale, et je ne suis pas du tout persuadé que nous soyons moralement, psychologiquement, peut-être même physiquement équipés pour y résister. Je crois que nous sommes tout à fait en dehors de ce qu'on peut demander à un homme de recherche de dire, et il s'écarte tout à fait des raisonnements plus solides qu'il essaye de faire, non pas du tout sur un avenir qu'il est incapable de prévoir, mais sur les matériaux beaucoup plus modestes sur lesquels il travaille et dont il essaye d'extraire quelques parcelles de vérité. Ce pessimisme me paraît être, après tout, offrir à l'optimisme sa meilleure chance, parce que c'est à la condition d'être très pessimiste que nous prendrons conscience des dangers qui nous menacent, c'est à la condition d'être très pessimiste que nous aurons le courage d'adopter les solutions nécessaires et que donc, peut-être, nous pourrons recommencer à avoir une certaine dose d'optimisme, disons, modéré. Vous écoutez la radio? Je l'écoute tout le temps, ou plutôt je la fais marcher tout le temps pendant que je travaille. C'est une sorte d'écran amical qui s'interpose entre le monde extérieur et moi. Enfin, autant un pas dans le corridor, une voix au téléphone me dérange, eh bien autant un fond de musique m'est presque nécessaire. J'aurais aimé profondément être compositeur ou même être chef d'orchestre. Et je crois que même aujourd'hui, si on me disait comme dans les contes de fées, que ma vie se trouverait abrégée de 10 ans ou que je mourrais à une date donnée, mais qu'en compensation, je pouvais souhaiter ce que j'aimerais le plus, ce que je désirerais, je dirais, laissez-moi conduire, rendez-moi capable de conduire la plus belle représentation qui ait jamais eu des maîtres chanteurs, et je veux bien mourir à la dernière mesure.
Je n'ai jamais été formé à la profession d'ethnologue. Je suis un ethnologue de raccro, un ethnologue improvisé qui, d'une part, parce qu'il s'était engagé dans une carrière philosophique, qui est une carrière noble, mais disons casanière. D'autre part, parce que, enfin, mes goûts intimes me portaient au contraire vers l'aventure et le spectacle du monde et chercher le seul terrain où puissent probablement se concilier ces deux contradictions. Concrètement, vous étiez professeur de de philosophie, pardon. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit, oui. Et vous avez décidé d'aller loin, enfin, d'enseigner loin déjà. De partir enseigner dans un pays qui m'apparaissait alors extrêmement exotique, le Brésil, puisque l'occasion s'en présentait, et naturellement, étant au Brésil, de voir ce qui m'apparaissait comme le plus étranger à moi-même, le plus distant, c'est-à-dire l'intérieur, c'est-à-dire les populations indigènes. Et c'est au fond par une sorte de petit tourisme universitaire qu'a commencé ce qui deviendrait plus tard une profession. Vous étiez professeur de sociologie là-bas? De sociologie, mais vous savez, parce que à cette époque-là, en France, l'ethnologie n'était pas une discipline de plein droit dans les universités. L'ethnologie en France est fille de la sociologie, et en vérité, c'est l'ethnologie que j'ai commencé à enseigner, et j'y tenais essentiellement parce que l'enseigner, c'était pour moi le seul moyen de l'apprendre, puisque je n'en connaissais pas un traître mot. Ce que je pouvais faire, c'était profiter des périodes de congés universitaires pour aller sur le terrain. Alors, les Bororo, les Kaduveo, ça a été la première petite expédition, 3-4 mois en tout. D'abord chez les Kaduveo, qui étaient très attachants par ce qu'on pouvait déceler chez eux, des traces de coutumes qui furent exceptionnellement rares et curieuses, puisque c'était une société très fortement hiérarchisée, avec des distinctions entre nobles et gens du commun, où les femmes se peignaient le visage de décoration d'une subtilité, elles le faisaient d'ailleurs encore à l'époque de ma visite, mais néanmoins ils vivaient comme des paysans très pauvres de l'intérieur. Je voudrais que vous essayiez, j'allais dire, de raconter. L'arrivée chez les Bororo, vous voulez dire. De ses premiers contacts. Vous savez, je revois ça comme si j'y étais. Nous étions arrivés en camion par une très mauvaise piste jusqu'à un endroit où on nous avait dit qu'on trouverait un petit village, c'est-à-dire quelques huttes de paille, et des piroguiers qui pourraient nous conduire plus loin sur le fleuve, là où il n'y a que les Bororo. Bon, nous sommes arrivés là, il n'y avait personne. Les maisons étaient en ruine, la fièvre jaune avait passé par là, avait décimé. Nous sommes dit jamais nous en sortirons. Alors on est parti un peu à l'aventure. Et puis, un beau matin, après avoir campé sur les berges comme nous faisions, nous avons aperçu de formes, 3 assez rouges sur les bords de l'eau. C'était les premiers Bororo que nous voyions. On s'est fait comprendre comme on a pu. Expliquer qu'on allait chez eux. L'un de vous parlait Non, personne ne parlait. Par geste, on est arrivé à s'expliquer. Ils sont partis en éclaireur nous annoncer, et puis nous avons débarqué à un endroit sur la berge où il y avait une quantité alors d'Indiens. Une quantité, j'exagère pas. J'exagère parce que il y avait peut-être au total 140 personnes dans ce village. Mais enfin, tout un groupe d'Indiens qui s'agitaient, et c'était eux qui nous attendaient. Et nous avons grimpé la berge qui était très abrupte,
Et là, on s'est trouvé en présence du village qui était au bord de l'eau et qui était un spectacle étonnant parce que les Bororo sont un morceau de roi pour les ethnologues, en ce sens qu'ils ont une organisation sociale très très compliquée qui se trouve entièrement inscrite dans le plan du village. C'est un grand village circulaire avec au milieu une hutte beaucoup plus grande que les autres qui est la maison des hommes, le club masculin où les célibataires dorment, où les hommes mariés travaillent, parce que c'est une société matrilinéaire, les huttes familiales appartiennent aux femmes et les hommes par conséquent habitent chez leurs femmes, ils ne sont chez eux que dans leur club central. Et en plus de ça, chaque hutte ou groupe de huttes appartient à un clan particulier dans un ordre rigoureusement prescrit et le village est idéalement divisé en deux moitiés qui s'appellent en Bororo les Tchera et les Tougaré, avec cette règle que les hommes d'une moitié ne peuvent épouser que les femmes de l'autre moitié et réciproquement. De sorte qu'un homme né dans une moitié dans la hutte de sa mère, mais quand il se marie, il traverse cette frontière idéale du village et il va habiter chez sa femme qui est de l'autre côté. C'est un type d'organisation sociale qui est bien connu par le monde. On en connaît de très nombreux exemples et après tout, il faut bien reconnaître que le mariage est un échange, pour autant que chaque fois qu'un mariage ait lieu, une femme d'une famille déterminée est échangée avec une autre famille qui elle-même donnera sa femme à une troisième et ainsi de suite. Alors la division en deux moitiés, c'est la solution la plus simple qu'on puisse donner au problème. Que ce soit les femmes qui circulent ou que ce soit les hommes qui circulent, ça c'est un choix différent selon les sociétés. Les Bororo, eux, choisissent que les femmes soient permanentes et que les hommes soient ambulants. Et oui, vous avez écrit d'ailleurs, la prohibition de l'inceste, c'était au fond la société elle-même. C'est la société elle-même, puisque c'est l'interdiction pour la société de se perpétuer selon les normes mêmes de la famille biologique. La famille biologique, c'est encore la nature, mais à partir du moment où une famille, pour se perpétuer, doit nécessairement s'allier avec une autre famille, quelle que soit la règle qui détermine la façon dont elle s'alliera avec cette autre famille, à ce moment-là, nous sommes en présence de la société. Et au fond, c'est de là qu'a débouché, je suppose, cette série de travaux sur les règles de la parenté. Bien sûr, parce que les Bororo constituent une société qui pose de façon très aiguë le problème du pourquoi de ces règles qui sont tellement lisibles, tellement manifestes. Vous savez d'ailleurs quand les missionnaires sont arrivés au début du XXe siècle, non pas chez ces Bororo du San Lorenzo où je me trouvais, qui étaient relativement intacts quand je les ai vus, mais un peu plus au nord, dans d'autres groupes, ils ont très bien compris tout de suite que le seul moyen de faire s'effondrer l'organisation sociale et par conséquent les croyances religieuses, c'était d'interdire les plans de village traditionnels et d'obliger les Indiens à construire leur hutte selon un plan de type européen. Et ça marquait effectivement le fond de la fin de tous les rites et de toutes les croyances. Je voudrais d'ailleurs pas être injuste envers ces missionnaires qui sont des Salésiens et que j'aime beaucoup, car avec eux on est dans ce cas curieux de missionnaires qui ont été plutôt convertis par les Indiens que le contraire. Je veux dire, l'organisation sociale des Bororo, leur système de croyances, leur cérémonie, c'est tellement beau, tellement magnifique, tellement somptueux, que ces missionnaires ont très vite compris qu'ils ne pouvaient pas essayer de détruire ça et qu'ils devaient, au contraire, contribuer au maintien. Et à l'heure actuelle, ils luttent aux côtés des Indiens contre les tentatives d'ordre administratif ou gouvernemental pour les intégrer. Enfin, il faut que vous imaginiez des gens qui vivent de petite agriculture, de pêche, de chasse, de cueillette et de ramassage, arrivent à subvenir à leurs besoins au prix d'un très faible effort. Eh bien, qui pouvait consacrer la moitié ou les trois quarts de leur temps
à se décorer, à s'orner des plumes les plus magnifiques. Il y avait des coiffures de plumes qui mesuraient 1,50 m ou 1,75 m de hauteur, n'est-ce pas, aussi grandes que le porteur, parés de colliers, de dents d'animaux sauvages, enfin les crocs de jaguar d'une blancheur éclatante, les ongles des grands tatous qui sont comme de l'écaille, qui chantent, dansent, pendant des heures. Alors, ça, en soi-même, c'est enivrant. On était, quelque sorte, envahi, submergé par la richesse et la fantaisie d'une culture probablement exceptionnelle. On était en présence d'une société qui avait duré, qui s'était transformée au cours des temps comme n'importe quelle autre société, mais qui refusait de l'admettre et qui considérait que dans le plan du village, dans son organisation, elle conservait l'image même des premiers temps, qu'elle était telle que les créateurs avaient voulu qu'elle soit. En fait, les danseurs dans les cérémonies incarnent chacun un personnage mythologique. Et pendant qu'ils l'incarnent, ils sont ce personnage mythologique qui revit, qui est là. C'était donc une société qui abolissait le temps. Et après tout, quelle nostalgie plus profonde pouvons-nous avoir que celle d'abolir le temps et de vivre dans une sorte de présent qui est un passé revivifié sans arrêt et maintenu tel qu'il était rêvé dans les mythes et dans les croyances. À quoi sert l'ethnologie en général? C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Si on veut comprendre l'homme, on peut, à la manière du philosophe, se replier sur soi-même et essayer d'approfondir les données de la conscience. On peut essayer de regarder ce qui, dans les manifestations de la vie humaine, est le plus proche de nous, considérer notre histoire depuis ses origines gréco-romaines jusqu'au temps moderne, ou bien on peut essayer d'élargir la connaissance de l'homme pour y inclure même les sociétés les plus lointaines et qui nous paraissent les plus humbles et les plus misérables, de manière à ce que rien d'humain ne nous reste étranger. Quand Rousseau annonce à son lecteur l'effroi de ceux qui auront le malheur de vivre après toi, c'est en quelque sorte notre monde, plus cruel à l'homme peut-être qu'il fût jamais, dont il annonce l'avènement. Le monde où nous vivons fait peser sur chacun de nous l'imminence de craintes et de problèmes dont nous nous étions habitués à penser qu'ils ne nous concernaient pas. Nous pouvons alors nous demander si le grand responsable, le grand coupable, ça n'est pas cette philosophie humaniste
sur laquelle nous nous sommes presque entièrement et exclusivement fondés. L'humanisme constitue l'homme en règne séparé. Et dès lors qu'on accepte de tracer une frontière, on se donne la latitude de déplacer à volonté cette frontière et de réserver le privilège de l'humanité à des portions d'humanité de plus en plus restreintes qui, de leur côté, rejetteront dans l'animalité, nous en avons hélas trop d'exemples historiques récents présents à la mémoire, des fractions également toujours plus étendues de cette même humanité. Et me semble-t-il, il n'y a qu'un moyen d'échapper à ce cercle infernal, il n'y a qu'un moyen de se prémunir contre ces dangers, c'est de considérer que l'homme est d'abord un être vivant et souffrant avant d'être un être pensant, et que c'est dans la seule mesure où chacun de nous parviendra à préserver dans son fort intérieur le souvenir, et plus que le souvenir, l'expérience vivante de cette identité avec tout ce qui vit et donc tout ce qui souffre, que l'homme pourra être assuré de n'être jamais traité en bête par ses semblables, parce qu'il aura étendu la notion de semblable à tout ce qui vit et qui possède de ce fait un titre imprescriptible à la commisération. Est-ce que les ethnologues n'ont pas été, avant tout le monde, les premiers écologistes? Je pense que c'est vrai. Et c'est vrai parce qu'ils sont à l'école de peuples qui eux-mêmes sont des écologistes, qui ont réussi, au prix de toutes sortes de pratiques que nous jugeons superstitieuses et avec un peu de dédain, mais à se maintenir en équilibre avec le milieu naturel. Vous savez, quand parmi ces peuples que nous étudions, comme ceux d'Amérique du Sud et également du Nord, il existe des croyances en un maître des animaux qui veille jalousement sur les procédés de chasse et dont on sait qu'il enverra des châtiments surnaturels à celui ou à ceux qui tueraient plus qu'il n'est strictement nécessaire. Quand, pour cueillir la moindre plante médicinale, il est nécessaire de faire d'abord des offrandes à l'esprit de cette plante. Eh bien, tout cela oblige à entretenir avec la nature des rapports mesurés. Et certains peuples ont même cette croyance que le capital de vie qui est à la disposition des êtres fait une masse. Et par conséquent, chaque fois qu'on en prend trop dans une espèce, on doit le payer aux dépens de la sienne propre. C'est pas comme chez un banquier où on a le compte qui vient au rouge. Eh bien, tout cela, bien sûr, frappe l'ethnologue et lui montre à quel point une façon, je dirais, sensée pour l'homme de vivre et de se conduire, et de se considérer non pas comme nous l'avons fait depuis, je dirais presque depuis l'Ancien Testament et le Nouveau, et depuis la Renaissance aussi, comme les seigneurs et les maîtres de la création, mais comme une partie de cette création que nous devons respecter, puisque ce que nous détruisons ne sera jamais remplacé et que nous devons transmettre tel que nous l'avons su à nos descendants. Ben ça, c'est une grande leçon, je dirais presque que c'est la plus grande leçon que l'ethnologue peut tirer de son métier. Mais vous pensez que vous avez une chance d'être entendu? Que l'homme renonce à être le seigneur de la création? Vous y croyez? Non.
Très franchement, je n'y crois pas et c'est pour ça que je ne suis pas optimiste et que je ne me sens pas très à l'aise dans la société ou dans la civilisation où je vis. Dans l'enfance, j'ai peint, j'ai dessiné, j'ai même essayé de composer de la musique et de jouer de je ne sais pas combien d'instruments, de faire des collections exotiques dans les domaines les plus divers. Et si finalement c'est sur la philosophie que je me suis trouvé centré, je dirais, enfin en tout respect pour les philosophes, que c'était probablement parce que c'était la voie qui me semblait m'offrir le moins de difficultés pratiques, pour la raison très simple que j'étais obligé de gagner ma vie le plus rapidement possible et que donc la carrière de professeur était une de celles qui s'ouvrait naturellement à un jeune bourgeois intellectuel tel que j'étais. Mon père et deux de mes oncles étaient peintres, c'est-à-dire que ma mère et deux de ses sœurs avaient épousé des peintres et que je suis né et que j'ai grandi dans des ateliers d'artistes. Donc pas du tout un milieu universitaire. Pas du tout un milieu universitaire, très certainement. J'ai eu entre les mains des crayons et des pinceaux en même temps que j'apprenais à lire et à écrire. Pendant la guerre de 1914-18, j'ai été élevé dans la maison de mon grand-père maternel, qui était grand rabbin de Versailles. Mais toutes les femmes, si je puis dire, étaient rassemblées là, puisque les hommes étaient mobilisés. Et ni mes parents, ni mes oncles et tantes n'avaient le moindre sentiment religieux, et tout ce qu'on nous demandait, c'était d'observer un certain nombre de formalités par égard pour mon grand-père. Mais on nous bourrait de sandwichs au jambon derrière son dos, et c'est vous dire que la religion comptait extrêmement peu dans ce milieu, et mon grand-père lui-même était un homme extrêmement tolérant, et pourvu que les apparences soient sauves, je crois qu'il n'attachait pas beaucoup d'importance à ce qui se passait en réalité dans sa maison. Mon père était surtout portraitiste et féru des grands maîtres du passé. Son dieu était Maurice Quentin de la Tour. Il a fait beaucoup de pastels lui-même. Et évidemment, il n'était pas embrayé sur son époque. Vous avez eu assez tôt le souci de gagner votre vie? Ah oui, parce que les fins de mois ont toujours été très difficiles à la maison et la peinture ne pouvait certainement pas suffire à faire cuire la marmite, de sorte qu'on faisait à la maison toutes sortes de petits métiers auxquels je participais. On imprimait des tissus, des velours avec des modèles gravés dans du linoléum. Moi-même, il m'était arrivé de concevoir des motifs et de les graver moi-même. Et puis on saupoudrait tout ça avec des paillettes de métal diversement colorées. Ça faisait des choses très riches. On fabriquait des lanternes dans le goût japonais, des petites tables à moitié laquées dans le goût chinois. Mon père était un très grand bricoleur et c'est lui qui m'a donné le goût et la technique du bricolage. La seule époque où il y a eu un peu de faste à la maison, c'était au moment de l'exposition coloniale, vers 1930-31, je ne me rappelle pas, où mon père avait reçu une très grosse commande pour le pavillon de Madagascar. Et alors, à ce moment-là, un peu d'argent est entré à la maison et mes parents ont acheté pour 5000 francs de l'époque, je crois, une petite magnanerie dans les Cévennes, qui était à demi en ruine, et dans laquelle nous n'avons jamais fait que camper, mais qui a joué un très grand rôle dans mon existence, parce que j'étais adolescent. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la révélation de ce que pouvait être un pays encore très largement sauvage. Je conserve toujours le souvenir très ébloui d'ascension de l'Égoile, de nuit, commencer à 9 h du soir, continuer au clair de lune, allant se terminer dans
le refuge au sommet avec les cantonniers qui travaillaient sur la route et puis la redescente le lendemain matin. Nous étions passionnés de géologie à ce moment-là. Nous cherchions des itinéraires en dehors de toute idée préconçue, c'est-à-dire uniquement déterminés, par exemple, par le contact entre deux couches géologiques que nous pouvions repérer sur la carte, mais qui ne correspondaient à aucun chemin, et qu'il fallait suivre absolument à tout prix. C'était le point d'honneur, même s'il était nécessaire de traverser des buissons d'épines, d'escalader des murs, de violer des propriétés. Toutes ces années d'adolescence ont été des années d'extrême dilettantisme, si je puis dire. Tout m'intéressait, trop de choses m'intéressaient. Je faisais de la philosophie qui m'intéressait, bien entendu. Enfin, il y a probablement très peu de domaines de l'activité intellectuelle qui ne m'ait attiré, qui ne m'ait séduit et vers lequel, à un moment ou l'autre, j'ai pensé que je m'orienterais. J'ai été initié à Freud ou introduit à la lecture de Freud quand j'étais en classe de philosophie par le père d'un de mes camarades qui était lui-même psychiatre, il s'appelait le docteur Marcel Nathan, et qui était un familier de Marie Bonaparte et qui avait, avec Marie Bonaparte, contribué à faire connaître Freud en France. Et ça a été également une des grandes révélations intellectuelles de ma vie, pour autant que Freud m'apprenait que même ce qui se présentait sous les apparences les plus irrationnelles, les plus absurdes, les plus choquantes, pouvait dissimuler une rationalité secrète. Et ici, encore une fois, comme avec la géologie dont nous parlions tout à l'heure, je crois qu'il y a un parallélisme frappant entre ce type d'attitude vis-à-vis des faits et celui que je devais plus tard connaître avec l'ethnologie. Mais pendant cette période dont nous parlons, ce qui m'occupait, je dirais, le plus, c'était très certainement la politique. J'avais été introduit au socialisme par un jeune socialiste belge qui a d'ailleurs depuis fait une importante carrière et qui est mort à l'heure actuelle, mais il était encore jeune à ce moment-là, rencontré en vacances. Et c'est lui qui m'a fait lire Marx, qui m'a fait lire Engels, et qui m'a amené non seulement au socialisme militant, qui m'a beaucoup occupé pendant mes années d'étudiant et mes tout débuts comme professeur. J'ai même été, si mes souvenirs sont exacts, candidat une fois au Conseil général, et un accident d'automobile survenu le 2e ou le 3e jour de la campagne, alors que d'ailleurs je touchais au volant d'une automobile pour la première fois de ma vie. C'était une Cinchevaux Citroën. Ça nous remet extrêmement loin. Ça a fait avorter cette carrière politique naissante qui sait, aurait pu sans cela s'y poursuivre. Le contact que j'ai eu avec la sociologie dans mes années de Sorbonne ne m'a pas laissé un très grand souvenir, et j'en ai honte rétrospectivement, puisque j'aurais pu entendre Fraser, qui est venu faire une conférence à la Sorbonne. Je me rappelle très bien, alors que je préparais l'agrégation, mais je n'ai même pas eu la curiosité d'aller l'entendre. La sociologie ne m'intéressait que sous l'angle politique, c'est-à-dire à travers ce que j'en connaissais par la lecture de Marx et des marxistes. Il dit que quand il part au Brésil, il est en révolte contre la métaphysique socialiste de Durkheim et des Durkheimiens. C'est là où effectivement le lien intellectuel avec son engagement socialiste doit être fait. C'est qu'il y avait quelque chose dans la pensée sociologique de Durkheim dont il sentait que c'était intenable et qui consistait en fait à vouloir unir les individus autour d'un idéal ou d'une pensée de l'organisation un peu trop cohérente. Donc l'expérience du terrain, c'est pour ça qu'elle a un rôle décisif, chamboule ses convictions socialistes
l'amène à faire l'épreuve d'une altérité radicale, on peut dire, hein, à la fois dans son corps, dans sa pensée. Donc il y a effectivement une grande révolte contre cette pensée durkheimienne. Je me suis mis à lire de la littérature ethnographique et particulièrement certains auteurs anglais ou américains, enfin Lowy, Malinowski, et que là tout à coup j'ai eu le sentiment de me trouver en contact avec une réalité vécue. Ça n'était pas cette ethnologie qu'on enseignait à la Sorbonne, ou plutôt on ne l'enseignait pas, mais dont on avait de vagues aperçus à la Sorbonne à travers certains comptes rendus de Durkheim ou de Lévi-Brühl. Et vous savez, je voudrais revenir tout de suite sur ces impressions de jeunesse. Elles étaient complètement fausses. Je me trompais de la manière la plus totale. Et aujourd'hui, je mesure pleinement l'importance d'une pensée comme celle de Durkheim pour la théorie ethnologique et même pour la pratique de l'ethnographie sur le terrain. Mais tout cela, je ne l'apercevais pas. Et c'était au contraire le côté livresque de la vie dite primitive aperçue à travers des auteurs qui eux-mêmes ne l'apercevaient qu'à travers d'autres auteurs et ainsi de suite, qui me rebutait, qui n'était pas porteur de cette espèce d'étincelle que donne le contact avec quelque chose où on a vécu, qu'on a soi-même connu. Et ça, ce sont les auteurs anglais et américains qui étaient essentiellement des auteurs de terrain qui me l'ont fait éprouver. Le premier choc ayant été celui du traité de sociologie primitive, Primitive Society, de Robert Lowy, que j'ai bien connu par la suite pendant mes années américaines, mais où tout à coup j'ai eu le sentiment que j'étais en présence de quelque chose qui existait, enfin d'expériences humaines telles que l'auteur les avait directement éprouvées et telles que moi-même, si je devenais ethnologue, je parviendrais à les ressentir. Le séjour de Lévi-Strauss au Brésil a un rôle de décentrement qui continuera d'énerver toute sa pensée. Sur le terrain au Brésil, il y a quand même deux expériences, parce que c'est deux voyages séparés. La première expérience, c'est celle du village Bororo. C'est un village très organisé. C'était le parfait exemple pour un sociologue durkheimien. Lévi-Strauss dit que c'était trop compliqué. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'avec les concepts de Durkheim, on saisit bien l'organisation sociale des Bororo, mais on sent qu'il se passe beaucoup plus de choses. Et là, il va avoir besoin de Marx pour comprendre le rapport entre un récit idéologique égalitaire et une structure sociale complètement inégalitaire, qui fait d'ailleurs que les rituels Bororo sont si splendides. Et puis, la deuxième expérience, en 1938, c'est celle des Nambikwara. Il y en a d'autres, il y a d'autres tribus qu'il a visitées, mais les Nambikwara, c'est pas du tout une organisation à la Durkheim, c'est une organisation en train de se défaire. Et il fallait donc essayer de trouver un angle d'attaque, une manière d'approcher leur vie qui soit beaucoup moins une description des techniques ou une description des institutions, puisque tout ça a été réduit à sa plus simple expression, qu'essayer de comprendre ce que pouvait être une société humaine réduite en tant que société, elle aussi, à sa plus simple expression. Qu'est-ce que c'est qu'une société minimale? En somme, c'était un problème un peu du même genre, sauf qu'il était expérimental au lieu d'être idéologique, que celui que Rousseau s'était posé en écrivant « L'essai sur l'origine de l'inégalité ou le contrat social », à savoir quelles sont les conditions minimales à partir desquelles on puisse dire qu'une société humaine existe. Je suis resté avec les Nambikwara, et même pas avec le même groupe, avec plusieurs groupes Nambikwara, mais sans jamais vivre plus de 2-3 mois avec un groupe déterminé.
On nous reproche quelquefois d'évaluer l'homme et de piétiner l'humanisme, et je crois qu'au contraire, des ressorts profonds de la recherche ethnologique, c'est un acte de foi dans l'universalité de la raison humaine. Peu après le début de la vraie guerre ou de la fin de la drôle de guerre, je me suis trouvé envoyé sur la ligne Maginot à la frontière belgo-luxembourgeoise. Je n'avais strictement rien à faire qu'à me promener dans la campagne. Je crois bien que c'est à ce moment-là, enfin un jour, où j'étais étendu dans l'herbe et où je regardais des fleurs et notamment une boule de pissenlit, que je suis devenu, ce que je ne savais pas encore, s'appelait structuraliste, en pensant aux lois d'organisation qui devaient nécessairement présider à un agencement aussi complexe, harmonieux et subtil que celui que je contemplais et dont je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il pût résulter d'une suite de hasards accumulés. Quand je me suis trouvé démobilisé dans la région de Montpellier, je n'ai rien eu de plus pressé que de vouloir aller gagner mon poste à Paris. C'est à ce moment-là que les lois raciales de Vichy sont arrivées et que je me suis trouvé révoqué sans imaginer du tout les risques que je pouvais courir, soit en remontant à Paris, soit même en restant en France. Certains maîtres américains, Robert Lowe en tout premier lieu, qui à ce moment-là s'intéressait beaucoup à l'ethnologie sud-américaine, s'était intéressé à certains des tout premiers travaux que j'avais publiés. Et c'est ainsi que j'ai obtenu une invitation à enseigner à la New School for Social Research dans le cadre d'un plan très général de sauvetage des universitaires et savants européens qui était financé par la Fondation Rockefeller, et que mon problème n'a plus été que de quitter la France pour gagner New York. Sur les quais de Marseille où j'étais allé errer, il y avait un bateau d'émigrants qui devait partir. C'était le seul moyen que j'avais trouvé pour pouvoir quitter la France en direction des États-Unis. Parmi les passagers, il y a André Breton. Oui, André Breton, que je ne connaissais pas du tout, parce que le surréalisme avait très profondément marqué mon adolescence, mais des noms comme ceux de Breton, d'Aragon ou d'autres étaient dans une sorte de panthéon. Je n'imaginais pas que j'aurais jamais approché ces grands personnages. Et André Breton se trouvait sur ce bateau et je l'ai appris tout à fait par hasard en descendant à l'escale de Casablanca. Il était juste devant moi et il a donné son nom au commissaire de bord au moment de lui remettre son passeport. Et c'était comme si le ciel m'était tombé sur la tête, je dois dire. Il avait, dites-vous, un très grand sens, on le sait d'ailleurs, des objets, vous avez pu le vérifier personnellement. Oui, nous avons vécu alors à New York entre 1941 et 1945 dans une très grande amitié à courir ensemble, et les musées et les antiquaires. Et je lui dois beaucoup pour ce qui est de la connaissance et surtout de l'appréciation des objets. Je ne l'ai jamais vu se tromper sur un objet aussi exotique et inhabituel soit-il. Et quand je dis se tromper, c'est pas seulement se tromper sur son authenticité, mais même sur sa qualité comme objet. Il avait un sens presque de divination là-dessus. C'est à cause de l'amitié que j'avais nouée alors avec André Breton. J'ai connu tous les surréalistes qui s'y trouvaient également réfugiés, Max Ernst, Tanguy, Masson et quelques autres. Et j'ai formé avec eux pendant ces premières années d'exil aux États-Unis
une sorte de petite société, enfin très ardente, très curieuse de l'art des Indiens américains auquel on s'intéressait fort peu à cette époque-là aux États-Unis. La curiosité était uniquement ethnographique. On collectionnait bien sûr les objets indiens, mais comme des documents et non pas du tout comme des œuvres d'art. Et je crois que si une sorte de tournant s'est marqué à ce moment-là, c'est un petit peu à notre séjour aux États-Unis qu'on le doit. Aux États-Unis, à New York, je me sentais tout à fait comme un étudiant, puisque mes années de travail sur le terrain ont été viciées par le fait que je ne possédais à cette époque aucune formation ethnologique véritable. Et tout ce que je sais d'ethnologie, ou ce que je crois savoir, je l'ai appris pendant ces années de New York et au cours des journées entières passées l'une derrière l'autre à la New York Public Library, où j'ai lu de l'ethnologie depuis le matin jusqu'au soir. Mais je la lisais, bien sûr, déjà dans une perspective qui était celle que j'avais sentie s'esquisser dans les réflexions que j'évoquais d'ordre botanique sur la ligne Maginot. C'est très certainement la rencontre de Roman Jakobson qui m'a révélé d'abord ce que c'était que la linguistique et ensuite ce que c'était que la linguistique structurale. Ce que c'était que la linguistique, c'est-à-dire une discipline qui relève très certainement des sciences humaines, mais qui seule parmi toutes les sciences humaines est parvenue et était déjà parvenue à un degré de rigueur qui la rendait comparable à celui qu'on peut trouver dans des sciences plus avancées. Et la linguistique structurale particulièrement, puisque c'est elle qui a démontré la première dans l'ordre de phénomènes humains, la fécondité, l'efficacité de modèles explicatifs qui consistent à voir dans l'ensemble, dans le tout, un principe d'explication qu'aucune des parties de ce tout ne parviendrait à fournir par elle-même. C'est l'origine de la notion de structure. Et c'est là l'origine de la notion de structure. Je dirais que chaque fois que nous nous posons un problème, chaque fois que nous essayons de réfléchir, nous avons au moins de façon virtuelle à notre disposition la totalité des expériences possibles. Et par conséquent, nous risquons d'être noyés dans une espèce de magma, de poussière, de phénomènes qui nous confronterait à un immense désordre si nous ne faisions pas une sorte de pari, à savoir que tous ces phénomènes, je veux dire la manière dont des centaines ou des milliers de sociétés ont donné chacune leur solution particulière à un des problèmes de la vie humaine, qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse du droit, qu'il s'agisse des techniques, qu'il s'agisse des rites religieux ou des pratiques magiques, et ainsi de suite. Notre seule chance de pouvoir dominer tout cela, c'est de concevoir que chaque solution apportée par une de ces sociétés exprime dans un langage particulier quelque chose qui est commun à tous. Au commencement des temps, il n'y avait que deux hommes, Kanabororiowe et Kitanariowe. Il n'y avait pas encore de femmes. Un jour, Kanabororiowe étreignit le pied de Kitanariowe. La jambe commença à enfler. Elle enfla si bien que le mollet finit par se fendre pour libérer la première femme. Kitanariowe épousa cette femme et les Yanomami commencèrent à se multiplier. Pour comprendre ce que c'est qu'un mythe,
il ne suffit pas d'écouter une histoire qui, en général, vous débite les événements les plus arbitraires, les séquences les plus extravagantes. Enfin, un mythe, ça vous raconte des choses qui n'ont ni queue ni tête, mais qu'il fallait traiter le mythe comme, disons, un observateur venu d'une planète lointaine quand toute l'humanité aurait disparu de la surface de la Terre, s'y prendrait pour essayer de comprendre pourquoi une partition musicale, une partition d'orchestre qu'il retrouverait dans nos bibliothèques, ne peut pas se lire de la même façon qu'un roman. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre les portées de gauche à droite et de haut en bas parce qu'on arrive à quelque chose qui n'a aucun sens. Il pourra comprendre quelque chose à sa partition qu'à partir du moment où il aura saisi que la partition se lit bien de gauche à droite, mais que toutes les portées qui sont superposées se lisent simultanément. Et que donc des événements qui, dans l'histoire racontée par le mythe, arrivent à des moments extrêmement éloignés les uns des autres, sont en réalité destinés à être superposés. C'est-à-dire non pas les mythes entre eux, mais les événements à l'intérieur d'un mythe. Ça, c'est un nouveau problème. Les événements à l'intérieur des mythes, certainement, et ensuite, quand vous avez déjà fait ce travail sur un mythe particulier, les mythes entre eux que vous pouvez superposer les uns aux autres. Pour autant que le mythe d'une population déterminée raconte ou essaye de résoudre, disons plutôt, le même problème que celui de la population voisine, mais il le fait par des moyens différents. Et si vous voulez chercher ce qu'il y a de commun entre le mythe de la population A et le mythe de la population B, il faut de nouveau les écrire l'un au-dessus de l'autre et rechercher quelles sont les colonnes verticales où les événements coïncident. Si vous prenez un cas très familier à un téléspectateur, enfin disons le mythe d'Édipe, je ne vais pas chercher un mythe américain parce qu'il faudrait le raconter et ce serait extrêmement loin, eh bien le fait que le père d'Édipe s'appelle Laios, qui veut dire boiteux, que son grand-père s'appelle Labdakos, qui veut dire qui marche de travers, qu'Édipe lui-même porte un nom qui signifie pied enflé, eh bien tout ça, c'est un seul et même sens. Et bien que ces indications vous soient données à des moments différents de l'histoire, vous ne pourrez arriver à comprendre que si vous faites glisser ces différentes séquences de telle façon que ces trois données s'alignent sur la même colonne verticale. Exactement comme dans une partition d'orchestre où la musique ne prend une signification, où elle ne devient elle-même qu'à partir du moment où vous entendez en même temps ce qui est écrit dans une colonne verticale. Et vous n'arriveriez à rien si vous essayez de suivre, comme nous faisons quand nous écoutons un mythe, si vous essayez de suivre le déroulement des instruments portés après portés. C'est donc sur cette analogie très profonde, et dont je crois qu'on peut donner la raison, mais sur cette analogie très profonde entre pensée mythique et composition musicale, que reposent toutes mes analyses, et que j'ai essayé de la mettre en lumière en donnant à, non pas mes chapitres, parce que chapitres ça ne pouvait pas marcher, mais à mes différents morceaux, si vous voulez, qui composent le livre, des titres empruntés au vocabulaire musical comme fugue, sonate, symphonie, etc. et qui, je crois, correspondent à quelque chose de très réel et très profond. Au départ, il y a un sentiment d'incompréhension lorsqu'on lit les textes de Lévi-Strauss, parce qu'à la fois on sent qu'il parle de sociétés qui nous intéressent, qui sont situées très loin des nôtres, qui nous offrent un détour pour penser les nôtres,
Et en même temps, il en parle avec des outils intellectuels tellement raffinés qu'on a l'impression de ne pas toujours comprendre ce qui se passe. Raffiné, ça peut avoir plusieurs sens. Ça a quel sens dans le cas dont vous parlez, dans le cas de Lévi-Strauss? Ça a à la fois le sens de esthétique, parce que il met en œuvre une culture littéraire, musicale, picturale très importante. Et en même temps, c'est raffiné au sens de la virtuosité intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a des outils logiques, linguistiques, mathématiques, dont on ne dispose pas à l'origine. Donc en fait, il y a une sorte de double apprentissage quand on lit Lévi-Strauss, parce qu'il y a l'apprentissage de la pensée des sociétés dont il parle, ces sociétés essentiellement amérindiennes, mais aussi des sociétés africaines, océaniennes, qu'il utilise parce qu'il travaille en tant qu'anthropologue. Mais il y a aussi un apprentissage de sa culture scientifique, esthétique, et les deux s'éclairent réciproquement. Et c'est ça qui fait que c'est un apprentissage passionnant, parce qu'au départ, on arrive avec peu de connaissances et on en sort riche de plein d'expériences. Lévi-Strauss, sa carrière, elle commence en réalité dans les années 30. Et le retour des États-Unis en 1947-48, où là, ces travaux qui ont été reconnus aux États-Unis ne le sont pas en France. Il se présente au Collège de France en 1949, en 1950, il échoue les 2 fois, et c'est là qu'il écrit Triste Tropique, dans un moment de crise, en fait, de crise personnelle, de crise intellectuelle. La seule position, la seule chaire qu'il a trouvée, c'est une chaire d'études des religions sans écriture. Et c'est Triste Tropique qui va lui apporter cette reconnaissance que jusqu'alors il n'avait pas eue. Après Triste Tropique et surtout l'élection au Collège de France en 1959, les hommages succèdent aux hommages, les doctorats honoris causa aux doctorats honoris causa. Bon là, la reconnaissance ne fait plus de doute à ce moment-là. À l'origine, Triste Tropique, dans ma pensée, c'était un roman. Quand je suis rentré de ma dernière expédition et du Brésil, c'était au début de 1939, et j'ai donc eu quelques mois pour essayer de me réincorporer à la vie française avant la guerre et la mobilisation. Et ces quelques mois, je voulais les utiliser, j'avais décidé de les utiliser à écrire un roman. Et un roman qui s'appelait Triste Tropique. Ah oui. C'était le titre. Et puis au bout de 50 pages, je me suis aperçu que j'étais en train de faire du très très mauvais Conrad, pour qui j'éprouve une admiration éperdue, et que j'étais pas fait pour ça. J'ai donc abandonné. Et quand, bien des années plus tard, en 1954, Jean Mallory m'a demandé d'écrire un livre pour sa toute jeune collection Terre humaine, n'est-ce pas, qui en était à ses débuts, j'ai écrit celui-là, qui n'est pas un roman, mais où, en souvenir, j'ai gardé le titre de ce qu'il aurait pu être, c'est-à-dire Triste Tropique, et uniquement les 3 ou 4 pages du roman qui m'avaient paru pouvoir être sauvées, ce sont les pages imprimées en italique qu'ils appellent un coucher de soleil. Oui, mais alors justement, c'était le début du roman. Oui, mais justement, ce coucher de soleil qui restait célèbre, c'est vrai, ces pages prouvent que vous savez admirablement écrire, raconter, et dans les détails. Et j'ai pas assez d'imagination, je ne sais pas inventer, je ne sais pas créer des personnages. Mais comment, qu'est-ce qu'un ethnologue? C'est bien quelqu'un qui crée lui aussi des personnages, on dirait qu'ils sont vivants. Mais il va dans les détails, les chercher. Je dirais qu'il les crée, hélas, parce qu'il les réinvente. Mais enfin, c'est pas ce qu'il voudrait faire. Il voudrait être aussi exact et authentique que possible, et il voudrait copier ses modèles. Oh, ça, c'est un livre que j'ai écrit, je dirais presque, dans l'exaspération et dans l'horreur. Ah bon? Oui, ça n'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire de la science, si vous voulez. Et Triste Tropique a été écrit en 4 mois, comme une sorte de pinceau dont il fallait absolument que je me débarrasse, parce que je n'avais pas le goût de parler de moi, j'avais pas le goût de raconter des petites histoires, des petits détails de voyage. Et en même temps, je suis bien obligé de constater rétrospectivement qu'il y a dans Triste Tropique une certaine vérité scientifique qui est peut-être plus grande que dans nos ouvrages objectifs, pour autant que ce que j'ai fait, c'est de réintégrer l'observateur dans l'objet de son observation. Enfin, c'est un livre écrit
avec ses objectifs, s'appelle œil de poisson, je crois, enfin, qui montre non seulement ce qu'il y a devant, mais ce qu'il y a derrière l'appareil de photo. Et donc, ça n'est pas une relation objective de mes expériences ethnologiques, c'est une relation de moi-même en train de vivre ces expériences ethnologiques, et donc avec un tas de choses que je ne me serais jamais permis d'écrire dans un ouvrage à ambition scientifique. Oui, mais l'exaspération ne se sent pas du tout. Absolument pas. Bon, elle se sent dans cette espèce de fureur avec laquelle je l'ai écrit et qui a fait que la première édition était vraiment bourrée de toutes les fautes possibles et imaginables. Même les mots portugais que j'utilisais, puisque ça se passait en grande partie au Brésil, je les avais écrits en écriture phonétique. Je ne m'étais même pas occupé du dictionnaire. Lévi-Strauss, il y a un rapport compliqué à Tristotropique. Je pense que ce qui le gêne dans Tristotropique, c'est pas tellement le livre lui-même, c'est plutôt le succès qu'il a eu. Et dans le succès que Tristotropique a eu, il y a des dimensions qui gênent Lévi-Strauss. Il y a une dimension tiers-mondiste, politique, avec laquelle il n'a aucune sympathie. Et il y a aussi une lecture de Tristotropique qui consiste à dire Tristotropique est la preuve que de l'insuffisance de la démarche scientifique, rationaliste, sèche, etc. Et donc, on lit souvent Tristotropique comme une sorte de retour de la sensibilité qui aurait été réprimé par le travail scientifique. Et ça, Lévi-Strauss est tout à fait opposé à ça, parce que un des grands thèmes de son œuvre, c'est quand même la continuité entre l'expérience sensible et l'expérience intelligible. Je pense qu'il y a de sa part une sorte de gêne par rapport à la réception de Tristotropique, mais pas par rapport au livre. C'est pas un livre qu'il regrette. C'est pas un livre difficile à lire, celui-là. Ah non, celui-là, il n'est pas difficile à lire. Encore qu'il y a quelques passages qui sont un peu, pas techniques, mais enfin un petit peu abstraits. Mais non, c'est pas du tout un livre difficile. C'est un livre il y a un plaisir de lecture dans la phrase, dans la prose de Tristotropique qui est évident encore. Enfin, Lévi-Strauss, c'est un grand phraseur, c'est un grand prosateur, disons. L'important, encore une fois, c'est de ne pas concevoir cette qualité de styliste comme une sorte de supplément d'âme ou alors de compensation pour la sécheresse de la science. Il faut essayer de tenir tout ensemble. À la fois l'ambition intellectuelle et rationaliste, d'une part, et d'autre part, oui, tout simplement la beauté de la phrase. Ouais. Le travail qu'il a fait sur les mythes amérindiens lui a fait prendre conscience de l'importance des êtres de l'environnement pour la pensée sociale et politique de ces sociétés. Alors, j'ai l'impression à la lecture que dans la première partie de sa carrière, il était beaucoup plus intéressé par le phénomène social en tant que tel, y compris la question de l'organisation. Par exemple, ce qui retient son attention dans Tristotropique, c'est les villes, c'est l'organisation sociale, c'est la construction du village Bororo, c'est l'organisation de São Paulo. Et quand il est à New York, il a cette idée que New York est comme une grande forêt où les gratte-ciel sont comme des arbres. Donc je crois que rétrospectivement, il a compris son expérience des villes à travers son expérience de l'environnement. Mais je crois que la pensée sauvage a été pour lui un point de basculement dans sa compréhension du social. Il m'est apparu que ce que j'appelais la pensée sauvage, aussi bien dans l'élaboration des grandes explications mythologiques que dans la construction des rites, n'avait à sa disposition, précisément en raison de cet effort ou de cette acceptation, plus exactement, de l'univers comme un donné qui était immédiatement présent dans les éléments même fournis à la sensibilité, devait par conséquent construire ses interprétations avec ces matériaux tout faits, alors que l'ingénieur ou le savant, et l'ingénieur utilisant les connaissances ou les conquêtes du savant,
ne cesse de percer cette enveloppe du monde apparent pour atteindre un autre monde par derrière, puis par derrière encore un autre monde, et ainsi de suite. Et le progrès de la science, en fait, n'a consisté qu'à atteindre des niveaux successifs, des plans de plus en plus secrets, où se trouvait l'explication, la raison d'être du plan auquel on appréhendait. Donc, au lieu de cette conquête, de cette pénétration toujours plus avant, il y a un effort pour construire des explications avec des matériaux qui sont disponibles et qui sont disponibles en nombre limité. Je veux dire, aussi nombreuses que soient les espèces animales ou les espèces végétales, elles sont en nombre fini. Aussi nombreux que soient les données de la sensibilité, ce sont les couleurs des feuilles ou des fleurs ou des pierres qui constituent un certain univers naturel, le monde particulier dans lequel vit une société, et que comme le bricoleur, par conséquent, qui lui aussi trouve dans son atelier ou dans son grenier ou dans ses tiroirs un certain nombre d'objets ou de débris d'objets qui sont tout faits, et chaque fois qu'il se propose un nouveau problème et qu'il veut faire une construction, une machine ou n'importe quoi, il reprend ces éléments et il les agence différemment pour aboutir à ce résultat, que la pensée sauvage procédait de cette manière bricoleuse. Cette réflexion procédait d'un appétit véritablement intellectuel, un désir de comprendre intellectuellement les choses de l'univers, qui ne le cédait en rien par son ardeur, par ses exigences, à ceux de la science moderne, bien que, naturellement, les résultats soient tout à fait différents. Pour bien comprendre Lévi-Strauss, il faut comprendre la notion de plaisir intellectuel. Chez Lévi-Strauss, il y a un plaisir de l'enquête intellectuelle. Le bricolage, ce n'est pas un renoncement à la rationalité. C'est une façon de donner la priorité aux données. C'est-à-dire que Lévi-Strauss, c'est comme ça qu'il commence le cycle des mythologiques. Il part d'un mythe qui est choisi arbitrairement, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, et en fait, à partir de ce mythe, il va le mettre en parallèle, le comparer, montrer les différentes variations entre ce mythe et des mythes issus d'autres populations. Donc il y a une façon, le collage ou les rapprochements au départ, effectivement, ils peuvent paraître arbitraires, quelquefois sans doute ça ne marche pas, mais c'est une façon pour Lévi-Strauss de commencer par donner, encore une fois, la priorité aux données. Et à partir de là, on voit ce qu'on peut faire. Il y a une dimension effectivement bricoleuse chez Lévi-Strauss, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rationalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'architecture. Le problème, c'est que on est toujours suspect, quand on est un anthropologue, de projeter les catégories ou les critères de sa propre civilisation sur la matière ethnographique. Donc le meilleur moyen de s'en défaire, c'est de partir de la matière ethnographique, c'est-à-dire des données qui ont été recueillies, des descriptions de rites, des mythes, etc. Alors Lévi-Strauss dit beaucoup ça, il dit dans mon travail sur les mythes, ce n'est pas moi qui pense les mythes, mais les mythes qui se pensent en moi, et qui s'agencent en moi selon leur organisation. Il y a cette idée qu'il faut laisser la matière se déployer et que l'anthropologue n'est jamais que le lieu et l'occasion de ce processus de mise au jour de l'intelligibilité sous-jacente qui gouverne ces mythes ou ces rites. C'est le caïman qui possédait le feu autrefois et le transportait dans sa gueule. Il le portait gros comme ça entre ses mâchoires. Kasariwe et sa femme vivaient dans la forêt. Mireille Home aussi et son épouse. Les crapauds coassaient dans la rivière. À cette époque, ils mangeaient leur nourriture crue. Et pendant qu'ils mangeaient, on entendait la nourriture croquer sous leurs dents. C'était vraiment très dur. Le caïman les regardait et riait de les voir manger leur nourriture crue. Je dirais que ce que j'ai essayé de faire, c'est de décrire le discours de la mythologie américaine. Comment y parviendrait-on?
Je dirais que c'est par une espèce d'abord d'immersion totale dans la matière mythologique. Et que pendant toute cette période durant laquelle les mythologiques se sont incubés et qui dépassent de beaucoup celle pendant laquelle j'ai véritablement écrit, car il y a eu toutes sortes de tentatives, d'expériences dont mes séminaires de l'école des hautes études gardent parfois la trace. Mais ça a été de se laisser entièrement et totalement pénétrer par la matière des mythes. Enfin, les mythes existaient plus que moi pendant toute cette période, et je peux dire que pendant toute la durée des mythologiques, j'ai travaillé tous les jours sans interruption, que je n'ai pas su ce que c'était qu'un samedi ou qu'un dimanche, ou ce que c'était le loisir complet des vacances. Surtout, ne pas perdre le fil, ne pas perdre le contact avec cette matière mythique, pour arriver justement à comprendre en quoi le contenu dans ses moindres détails peut avoir des propriétés structurales. Ce que j'ai essayé de comprendre, c'est si derrière cette espèce de monstrueux chaos de coutumes contradictoires, il était possible d'atteindre certains principes simples et peu nombreux, d'où il soit possible de les déduire les uns et les autres. Pourquoi est-ce que les hommes ont consacré une telle part de leur temps à inventer et à se répéter et à écouter avec délectation des histoires qui n'ont ni queue ni tête? Vraisemblablement parce qu'elles leur fournissaient des principes régulateurs, et en essayant justement de démonter les mythes comme on pourrait démonter des mécanismes d'horlogerie, de comprendre comment ils sont faits, on voit qu'il y a une ressemblance et une différence entre la pensée mythique et la pensée scientifique. La ressemblance, c'est que comme la science, les mythes cherchent à expliquer. La différence, c'est qu'au lieu de chercher à expliquer, si je puis dire, coup par coup, comme fait la science, qui recourt à certains types d'explications dans l'ordre physique, certains types d'explications dans l'ordre biologique, d'autres encore dans l'ordre psychologique et ainsi de suite, eh bien, le mythe est un type d'explication qui cherche à expliquer tout à la fois, qui cherche à dégager un schème d'articulation qui rendent compte de la totalité de l'expérience d'une société, depuis ses rapports avec le monde, et quand je veux dire le monde, c'est le ciel étoilé au-dessus de nous, et puis les plantes qui y poussent, les animaux qui y vivent, le climat qui y règne, et ainsi de suite, et puis l'ordre social lui-même, tel que cette société le conçoit, tel qu'elle le vit et tel qu'elle l'a créé. Le caïman continua à rire, et il continua à rire si bien qu'il laisse échapper le feu. L'oiseau Yorikitirami s'en empare et s'envole avec, et vole au-dessus des ancêtres. L'ancêtre Kanaboriwe se lance à sa poursuite, et l'oiseau pose le feu. La forêt s'enflamme, et les ancêtres enfermèrent le feu dans un bois. Grâce au feu, quand ils avaient envie de manger de la viande, ils pouvaient la cuire, grâce au feu qui leur venait de la rivière. Les mythes m'apparaissent comme de très très beaux objets, et qu'on ne se lasse pas de contempler, de manipuler, et on ne se lasse pas non plus d'essayer de comprendre pourquoi on les trouve beaux. Et peut-être que si je me suis si longtemps attaché à l'étude des mythes, c'est avec l'espoir qu'en parvenant à démonter
ces objets esthétiquement admirables, on pourrait contribuer d'une certaine manière à comprendre ce que c'est que le sentiment du beau et pourquoi nous avons l'impression, enfin, qu'un tableau, qu'un poème ou qu'un paysage est beau. Aujourd'hui encore, on peut retrouver dans certains endroits presque inconnus de Paris, façons de faire et traditions qui n'ont guère changé depuis un siècle. Ce jour, par exemple, de printemps 74, où il faut essayer ces accessoires de prochain académicien. Préparatifs étranges et peut-être vains pour qui oublient leur signification. Une des grandeurs, à mes yeux, de l'Académie française, c'est d'être une des rares institutions en France qui ait su conserver et préserver, et même à certains moments de son histoire, enrichir ou modifier un rituel. Parce que c'est quelque chose dont toute société a besoin pour subsister et pour se perpétuer. Et si vous voulez, une des raisons du respect que j'éprouve pour l'Académie, du plaisir, de la satisfaction que je peux éprouver à en faire partie, c'est de me dire que je suis un de ceux qui essayeront de conserver à la France un des très rares rituels qui n'ont pas encore succombé à toutes les entreprises de démolition qui se sont succédées au cours des siècles. Écoutez, je me sens un peu moins mal à l'aise, mais je ne peux pas dire que je me sens mal à l'aise. Mais cela même que vous trouvez admirable et respectable, je sais de vos collègues qui le trouvent, eux, dérisoire. Ils n'ont probablement pas l'esprit ethnologique. Moi, je ne vois pas pourquoi je trouverais dérisoire dans ma société ce qui me fascine et me passionne dans des sociétés différentes. C'est donc en passionné des usages et des règles qui règnent ailleurs dans d'autres pays, qu'il s'apprête à recevoir du sien une consécration suprême, avec toute la rigueur et la minutie dans l'apparat qu'un tel cérémonial exige. Avec aussi, pour le néophyte, la patience et les efforts dont on doit témoigner quand on s'apprête à recevoir l'initiation, à s'intégrer à une illustre confrérie. Vous êtes prêts pour le mois de juin? Il faudra que je m'entraîne d'abord à le porter. Oui. C'est une question d'habitude. Oui. Bien. Quelle impression étrange? La chaleur étouffante. C'est tout. Oui, oui. Enfin, d'être harnaché comme un cheval, oui. Je comprends. Mais de vous voir harnaché comme vous dites, quelle impression... derrière ces impressions de chaleur, etc., est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Ah, moi, ça me plaît. Moi, je trouve que les hommes devaient être habillés beaucoup plus gais qu'ils le sont. Et... Après tout, c'est une des rares occasions où, dans notre civilisation, un homme peut s'habiller comme une femme. Ce qui est très frappant chez Lévi-Strauss, c'est une pensée qui se déploie en embrassant des objets toujours plus variés, toujours plus nombreux, mais en restant toujours très fidèle à elle-même. Bon, regardez, écoutez, lire. Quand Lévi-Strauss étudie ou écrit à propos de Rameau, de Poussin, c'est pas du tout la flânerie d'un homme de goût qui décide, après avoir étudié les systèmes de parenté ou les systèmes mythologiques, c'est pas quelqu'un qui, après avoir fait ça, viendrait par goût parler des grandes œuvres de sa propre culture. C'est une façon pour lui d'intégrer
en fait, à sa pensée, ces œuvres de la grande culture savante, mais sans les couper de l'art primitif, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très frappant dans Regarder, écouter, lire, c'est qu'on pense souvent que Regarder, écouter, lire comme un retour de Lévi-Strauss à sa propre civilisation, un retour aux valeurs sûres de la haute culture. Et en réalité, si on lit précisément Regarder, écouter, lire, c'est un livre qui effectivement parle de Rameau, de Proust, de Poussin, de Rimbaud, mais c'est aussi un livre où il est question de la place du créateur chez les Tsimshian, de la sculpture Kwakiutl, etc. Donc il y a, si vous voulez, le savoir de l'anthropologue est pas coupé, en fait, de l'expérience de l'honnête homme, de l'expérience de l'amateur. Et ce genre de texte sur Rameau, sur Poussin, ça ne permet pas du tout de ramener Lévi-Strauss au bon classicisme. C'est pas ça. Non, c'est la lecture qu'on a faite à la sortie du livre, c'est-à-dire on a lu ça comme une sorte de retour. Et je pense que c'est une lecture d'abord qui n'est pas très intéressante, mais surtout qui est infidèle au texte, qui est infidèle à la pensée de Lévi-Strauss. Parce que l'intérêt précisément de l'anthropologie, c'est qu'elle nous permet de penser en même temps nos propres productions culturelles et de les comparer de façon fondée aux productions culturelles des populations les plus oubliées, ou les plus dédaignées, ou les plus lointaines, ou les plus exotiques, entre guillemets. Et si on ne retient du travail final de Lévi-Strauss sur Poussin et Rameau que la dimension de retour, alors on perd ce comparatisme qui est en fait, malgré tout, ce qui fait l'identité de l'anthropologie comme discipline. Je n'arrive pas, ou très difficilement, à me percevoir comme un individu, comme une personne, comme un moi, mais bien plutôt comme le lieu où, de façon transitoire, se passent certaines choses. Et ce que j'ai écrit, c'était sans doute moi au moment où je l'ai écrit, mais immédiatement après, ce n'est plus moi, c'est comme de l'eau qui aurait passé à travers un tamis et qui m'échappe de façon complète. Et d'ailleurs, pratiquement, je n'arrive pas à récupérer les souvenirs de mon passé. Je ne veux pas dire que j'en ai pas, j'ai des images de ci, de là, mais c'est très difficile pour moi de savoir ce qui s'est passé avant ou ce qui s'est passé après. D'ailleurs, il m'est arrivé il y a quelque temps qu'un étudiant qui faisait sa thèse vienne me voir à propos de certains événements du mouvement socialiste auquel j'avais été associé dans mes années d'étudiant. Alors j'ai fait un gros effort pour lui expliquer, et tout le temps il me disait « mais non, c'est pas vrai ce que vous me dites », et il me citait des dates, et ce que je lui disais être après était avant, et ainsi de suite. Et je faisais très cruellement l'expérience de ce manque total d'identité, de cette carence d'identité dont je souffre. J'entends bien que le travail de l'ethnologue, même dans son cabinet, qui consiste à essayer de faire de lui le lieu où des pensées étrangères peuvent se déployer, peut encourager ou fortifier cette attitude, mais je pense beaucoup plutôt que c'est parce que je suis comme ça, en raison de cette particularité ou de cette infirmité de ma nature, que j'éprouve peut-être une facilité ou une prédilection particulière à me faire de moi le lieu qui me paraît presque passif, puisque je ne contrôle pas ce qui se passe, le lieu presque passif de phénomènes qui n'appartiennent pas à ma propre existence, à ma propre histoire, à mon milieu ou à ma société. Est-ce qu'il a trouvé des choses, Lévi-Strauss ? Est-ce qu'on peut parler de découverte dans le domaine de... Oui, on peut parler de découverte dans le domaine en particulier dans le domaine de l'anthropologie de la parenté, si vous voulez. Les conclusions de Lévi-Strauss dans les structures élémentaires de la parenté, elles sont contestées, elles sont affinées, peut-être rectifiées, etc. Mais la preuve du statut de découverte de ce travail, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des études de parenté en faisant l'économie de Lévi-Strauss. On peut bien sûr se déployer ou développer une réflexion à partir de Lévi-Strauss,
mais on peut pas en faire l'économie, on ne peut pas s'en passer. On peut pas, il a pour l'instant, et il faut dire pour l'instant, parce que c'est effectivement une science, donc rien ne permet de dire qu'un nouveau modèle épistémologique ne va pas un jour s'imposer et se substituer à celui-là. Mais il reste que, pour l'instant, on ne peut pas se passer de son apport, à la fois pour ce qui concerne la parenté et pour ce qui concerne les mythes. Lévi-Strauss nous prend par la main, puisque par le plaisir qu'on peut conquérir, ce plaisir intellectuel, il nous en indique la voie, ne serait-ce que par le plaisir qu'on prend à lire ses analyses, à découvrir la culture qui est la sienne. L'expérience qu'on fait de Lévi-Strauss, c'est un plaisir permanent à suivre un penseur si intelligent, et des plaisirs beaucoup plus grands qui viennent de moments de compréhension intense ou des courts-circuits intellectuels où on voit vraiment ce qui se passe. C'est à la portée de qui ? C'est à la portée du lecteur patient. De toute façon, quand on a 2000 pages de Lévi-Strauss chez soi, c'est qu'on a envie de prendre un peu de temps pour se retirer de l'actualité pressante et puis avoir un petit peu plus d'intelligence.